Bonjour, ici Pharos Adieu, on se retrouve pour une vidéo sur Marvel Midnight Sun. Cette fois, je vais dire mon avis avec 44 heures de jeu. Je n'ai toujours pas terminé l'acte 1. Sachez-le, c'est un avis exhaustif. Je donnerai mon avis global quand j'aurai terminé définitivement le jeu et sa quête principale au moins. Mais le jeu, il est incroyable, il est vraiment incroyable. Je pense que je n'ai jamais joué à un jeu Marvel aussi bien, aussi réussi. C'est le jeu Marvel ultime. Donc, pour résumer, ah non, ça c'est pas la bonne chance. Pour résumer mon avis, c'est qu'il y a énormément de mécanique, il y a énormément de qualité. Le système de combat... On va commencer par parler du système de combat. Le système de combat, justement, c'est du tour par tour et c'est avec un système de cartes, ce que je vais pouvoir vous montrer en ouvrant l'inventaire. Le système de cartes, justement, qui est ici, vous pouvez modifier votre deck, où vous avez énormément de capacités différentes. Et le truc, c'est que le personnage... Mon cœur doit grincer des dents en ce moment. Ou alors, c'est peut-être elle qui me fait une blague. Le personnage de Hunter est énormément diversifié, que ce soit les attaques de propulsion, les attaques au corps à corps, c'est surtout un perso qui est très mono-cible. Il permet aussi de soigner, les personnes, il peut faire des grosses attaques, ou elle peut faire des grosses attaques justement de façon justement très très forte. Donc le personnage de Hunter qui est votre perso principal, un perso que vous customisez du début à la fin, que ce soit au niveau de la personnalité, que ce soit au niveau de ses statistiques, parce qu'il y a des caractéristiques à prendre en compte qui peuvent monter au fur et à mesure du temps. On est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. Franchement, j'ai été très surpris justement ce qu'a proposé le personnage de Hunter. C'est un personnage qui m'a profondément attaché. J'ai été plus attaché par Hunter que V de Cyberpunk ou encore que quelques autres personnages du jeu vidéo. Là, je vais pas passer 5 minutes à réfléchir les personnages en question, mais c'est vraiment un personnage qui est attachant, qui est cool, parce que vous pouvez créer sa propre personnalité. C'est pas un personnage qui est limité comme Eivor de Valhalla ou comme V de Cyberpunk ou je dirais même Geralt de Rive dans The Witcher 3. C'est vraiment un personnage où vous décidez de ce qu'il dit. Et il a vraiment plusieurs choix de dialogue. Il n'est pas limité dans ses options. Vous pouvez être très froid. Par exemple, il y a un moment qui est très triste dans le jeu où Tony Stark se sent responsable de quelque chose. Vous avez vraiment le choix de le soutenir, de dire que c'est pas votre faute, comme vous pouvez le descendre. Vous pouvez le dire que tout est de sa faute et que c'est un gros tas de merde. Vous pouvez vraiment, je trouve qu'en termes de personnalité malléable, on est sur du pur RPG comme on n'en fait plus. Ça fait véritablement plaisir. Que ce soit au niveau des capacités, Hunter est extrêmement broken. Vraiment broken de chez broken. Et ce système de jet de cartes, d'utiliser des cartes au combat, avec un système de combat qui sera très important au niveau du placement, qui va permettre de vous faire pousser des objets, et qui va permettre justement de générer des points d'héroïsme pour faire des capacités qui sont très très fortes. C'était une très bonne idée. Sur ce point, le système de combat, j'ai déjà fait des vidéos dessus, où j'ai déjà fait des combats, où j'ai affronté Venom, donc vous pouvez un peu voir à quoi ressemble le combat dans les autres vidéos, mais clairement, j'ai passé un très très bon moment sur le système de combat. C'est l'une des raisons qui fait que j'ai pas avancé la quête principale. J'arrête pas de faire des quêtes secondaires, tout le temps des quêtes secondaires, uniquement pour booster l'amitié, uniquement pour tenter de profiter du contenu secondaire, et c'est quelque chose d'assez incroyable. J'ai parlé vite fait du personnage d'Hunter, donc globalement, Hunter est donc un personnage qui a été créé exprès pour le jeu, qui s'appelle Hunter justement parce que sa destinée c'est qu'elle sera un chasseur, une chasseuse, qui va passer son temps justement à être une arme au nom de l'académie, enfin de l'académie de l'abbaye je veux dire. L'abbaye qui est justement le monde ouvert où vous jouez. Pour vous montrer, voici à quoi ressemble la map de l'abbaye. Et justement Hunter est donc l'enfant de Lilith,
une sorcière devenue la mère des démons, et justement, elle l'a vaincue par le passé. Et c'est ça tout le speech du scénario, c'est qu'elle l'a vaincue par le passé, mais au prix d'un grand sacrifice, apparemment, de l'avoir vaincue, ça l'a aussi tuée. Étant donné qu'elle a son propre, comme vous pouvez le voir, hein, ici c'est marqué, hein, le mausolée de Hunter, parce que justement, Hunter est morte et il a été sanctifié dans un sanctuaire. Mais malheureusement, Hydra, les grands antagonistes de Marvel, Hydra, qui est cette espèce d'antagoniste fasciste qui descend de la Seconde Guerre mondiale. Alors, les pros de Marvel pourront me corriger. Hein. J'ai des bases de Marvel qui sont bien. Mais voilà, j'ai lu 3-4 comics, j'ai lu tout l'arc de Civil War, j'ai encore quelques comics à côté, mais voilà, hein, je suis pas non plus un grand féru de comics et ce genre de choses. J'ai vraiment une petite base de comics et une grande base au niveau du MCU, comme je pense une bonne partie des fans de Marvel à l'heure d'aujourd'hui. Mais clairement, voilà. Donc, ce qui fait que votre entre guillemets mère adoptive, Caretaker, qui est un personnage de comics, et le Docteur Strange, qui est aussi très connu, vous ressuscitent parce qu'ils ont besoin de vous pour arrêter Hydra et arrêter justement Lilith avant qu'elle détruise le monde au nom d'Octon. Donc Octon qui est une espèce de... je connais pas le personnage d'Octon, mais si je me base sur la mythologie Lovecraftienne, Octon est une espèce de dieu très ancien. Donc j'imagine que dans la version Marvel, ça doit être un espèce de seigneur démon très très puissant et ce genre de choses. Et qui est d'ailleurs celui qui a donné ses pouvoirs à Wanda d'ailleurs. Wanda qui est un personnage qui est très important dans le récit. Donc voilà, pour vous accompagner durant ces voyages pour pouvoir arrêter Lilith, vous avez différents personnages. Donc je vais vous montrer les personnages que j'ai débloqués actuellement. Blade, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, le 4e Ghost Rider, j'ai été renseigné encore sur Wikipédia hier, le combienième Ghost Rider c'était, Iron Man, Magic, Spider-Man et Nico Minoru qui est une Runaways. Donc voici, il y a d'autres personnages à débloquer, je ne vais pas spoiler quels sont les personnages que vous allez encore débloquer, mais globalement il y a 13 personnages jouables, il y a 13 persos jouables, donc... il me reste encore 3-4 persos à débloquer, plus encore 4 personnages qui viennent en DLC, cependant je viens quand même émettre une explication, il y a 24 chambres, en fait, dans le jeu, mais il y a 17 persos jouables, enfin 17 persos, sans inclure Hunter, ça fait 16 persos, en comptant tous les DLC, donc je pense, vous faites juste un calcul, 16 persos, 4 persos par Battle Pass, enfin par Season Pass, ça veut dire globalement que je pense qu'ils ont prévu 3 Season Pass. Je pense sincèrement que 3 Season Pass sont prévus. Sincèrement, si on arrive à 24 personnages dans quelques années, waouh, le taux de dialogue qu'il doit y avoir. Parce que ça, je vais en venir justement. Donc, Marvel Midnight Sun va vous proposer un système de dialogue où vous allez pouvoir parler aux PNJ, vous allez pouvoir parler aux compagnons. Les compagnons vont vous parler. Ma dernière vidéo qui a fait le plus de vues sur mes dernières vidéos sorties, c'était 40 minutes de dialogue parce que c'est un RPG et ça c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas dit, c'est ce que beaucoup de journalistes comme jeuxvideo.com, Numérama ou encore ce genre de choses ne comprennent pas. C'est un RPG. Dans les RPG, vous passez plus de temps à faire des dialogues, à discuter avec les PNJ et autres, que à faire du combat. Le combat, ça a toujours été justement secondaire dans du RPG. Je sais que des gens ne vont pas être d'accord avec moi, peut-être par rapport à Elden Ring ou ce genre de choses, mais si on prend la base du RPG, comme les RPG old school que sont Vasteland, ou que sont justement Pathfinder, le dialogue, ça a toujours été la chose la plus importante dans un JDR. Donc globalement, vous allez passer du temps avec vos compagnons qui vont gagner des points d'amitié qui vont débloquer des cinématiques, qui vont dire ce qu'ils pensent du héros principal, et quand vous aurez débloqué le niveau maximum d'amitié, vous allez débloquer le défi pour débloquer la capacité ultime du personnage, qui est la capacité la plus puissante du roster du personnage.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les compagnons n'ont qu'un seul ultime? Parce que là, actuellement, avec Nico et Magic, j'ai débloqué leur capacité ultime, ils en ont qu'une seule, mais je sais que Hunter en a deux, et je sais qu'il y en a une troisième, qui est du côté lumineux. Donc c'est ça la question que je me pose, et je pense sincèrement que, vu que le niveau d'alignement, parce que oui, le jeu a un niveau d'alignement, le niveau d'alignement de Hunter, vous pouvez le voir ici, je suis à 115% de ténèbres, et c'est ça que je me dis, si j'ai débloqué mon ultime à 100% de ténèbres, que à 150% de ténèbres, je chope une nouvelle tenue, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre à 200% de ténèbres? C'est ça la question que je me pose. En tout cas, je compte pas jouer lumineux dans cette partie, peut-être que je ferai New Game Plus, où je tenterai cette fois de jouer lumineux, enfin en espérant que je me fasse pas trop... Pas que je me fasse chier en jouant lumineux, mais je suis beaucoup moins fan de jouer lumineux au niveau des dialogues. C'est vrai que j'ai été ultra dark dans les dialogues, alors peut-être que je serai beaucoup plus souple dans une New Game Plus, ça c'est peut-être effectivement le cas. Ça, voilà, un système d'alignement, pas mal de systèmes de dialogue, hein, franchement, là, en 44 heures de jeu, je dois avoir 10 heures de jeu et 30 heures de dialogue. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire sur le jeu. C'est quelque chose qui est quand même assez incroyable sur ce qu'on est capable de faire dans ce jeu. Voilà, parce que franchement, vous allez faire de tout. Hein. Vous allez avoir des scènes de discussion, vous allez avoir des événements, vous allez avoir des clubs. Hein. Par exemple, pour vous donner des exemples de clubs, il y a le club Mystique qui a été créé par Nico Minoru, il y a le club de lecture de Blade, il y a le club de mécano de Robbie Reyes. Et chaque club a une importance, que ce soit une importance scénaristique ou que ce soit une importance au niveau des dialogues. Par exemple, pour donner un exemple, le club des mystiques vous permet d'apprendre plus sur le lore de Hunter. Le club de lecture, à part de la lecture qui fait que vous devez lire un livre pour en parler plus tard après aux autres, vous voyez justement qu'il y a quelque chose qui se rapproche, comme une espèce de romance entre deux compagnons, et ça fait plaisir. Et pour le club des mécanos, bah, c'est simple, c'est que vous allez débloquer des capacités de boss, tout simplement, qui ne popperont que quand vous tomberez sur le boss en question. Ça veut dire que globalement, vous allez affronter un boss, allez, je vais vous sortir un Venom, et le club des mécanos, bah, il va vous inviter, il va vous dire, écoutez les gars, parce qu'après je dis le club des mécanos parce que mais bon, dans les clubs des mécanos, il y a Robbie Reyes qui est un mécaniste, hein, qui est un mécano de voiture, mais il y a surtout Spider-Man, et vraiment les deux vont utiliser leur talent pour tenter d'inventer un gadget pour nerfer le boss. Et ce qui fait que quand le boss il apparaît dans les quêtes secondaires, ou quand vous allez réaffronter le boss durant la quête principale, c'est la question que je me pose, ça, et ben vous allez choper une carte unique que vous avez débloquée pour justement une carte unique avec un usage gratuit qui va permettre de nerfer ce boss, pour permettre de rendre ce boss plus facile à battre. Et il y a plein de choses comme ça, plein d'interactions comme ça qui sont super intéressantes. Rien qu'avant, j'ai découvert une mécanique pour modifier les cartes, pour leur donner des effets aléatoires supplémentaires en plus des capacités aléatoires qu'on pouvait choper à la forge. Sans oublier que j'ai débloqué le marchand, où littéralement je commerce avec le shield. Le jeu n'a que des mécaniques, il y a des mécaniques de partout, c'est absolument incroyable. Je suis à 45 heures de jeu, je découvre encore des nouvelles mécaniques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans un jeu vidéo, bordel. Le jeu ne fait que de me proposer des nouveautés après 45 heures de jeu. Ça c'est comme je l'ai dit, j'ai jamais vu. Il y a des jeux vidéo, pour parler de l'éternel Cyberpunk, ou encore de The Witcher 3, ou encore de... qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple non, même pas Skyrim ou Fallout 4, mais bref, dans les jeux habituels, vous jouez 3-4 heures, voire 5-6 heures, vous avez fait le tour en termes de mécanique. Là, clairement, en 45 heures, le jeu il fait « Ah, nouvelle mécanique !» Ah, t'as fini de monter l'amitié d'un personnage, et ben maintenant t'as le système d'amitié prestige. Ah, tu viens de débloquer ça, bah maintenant je te laisse faire les améliorations, et autres. Ah, tu viens de découvrir les études d'artefacts, et bah sache que les artefacts tu peux les consommer pour faire telle chose.
Ah, tu as découvert ton premier boss, oh, on va te débloquer un club qui va te permettre de le vaincre plus facilement. Le jeu a que des mécaniques de partout, il est fait avec une passion, et ça, je n'ai quasiment jamais vu ça. La passion qui a été faite pour faire ce jeu, c'est quelque chose d'assez incroyable. Franchement, je suis en train de me perdre à force de parler, c'est vraiment abusé. Donc voilà, globalement c'est ça, le système de combat est excellent, mais le système d'interaction c'est vraiment je le répète, hein, mais c'est vraiment le must du jeu. Il faut vraiment se focus sur ces dialogues, sur la découverte des compagnons. Bien sûr, plus vous allez monter d'amitié avec vos compagnons, plus ils vont avoir de capacités améliorées, ils vont débloquer des passifs, ils vont débloquer donc, comme je l'ai dit, leur ultime, mais le système prestige fait que tu vas en plus augmenter leurs caractéristiques, parce que oui, chaque compagnon a un arbre de caractéristiques qui monte beaucoup moins vite que celui de Hunter, parce qu'il ne faut pas oublier que Hunter, elle monte de caractéristiques chaque fois qu'elle affronte quelqu'un dans la cour. Donc ça veut dire que voilà, et surtout que quand vous avez affronté quelqu'un dans la cour, il ne veut plus s'affronter avec vous pendant 3 jours. Donc ce qui fait que voilà, le personnage d'Hunter devient radicalement puissant, parce que regardez un peu les stats en haut à droite, 505 santé, 108 de dégâts, 29% de chance de critique, vous regardez ça, vous comparez juste à Blade, j'ai plus de santé que Blade, j'ai plus d'attaque de Blade, j'ai plus de chance de critique, j'ai plus de dégâts critiques, je suis mieux que Blade en tout point. Et c'est ça, ça pour moi c'est un vrai souci de ce jeu, c'est clairement que le personnage d'Hunter est beaucoup trop puissant par rapport aux autres persos du jeu. Ça c'est quelque chose, il y a un gouffre en termes de puissance, genre juste pour vous montrer ça. Je regarde juste cette carte. 270 dégâts, mais vous confère vulnérabilité, mais inflige un saignement. Voilà, 270 dégâts. Je prends par exemple, 270 dégâts. Oui, ça vous inflige vulnérabilité, mais par contre, elle ne coûte rien. Je prends par exemple Blade. La meilleure carte qu'il a, c'est Férocité, qui fait 205 de dégâts, mais par contre qui coûte 2 points. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment assez ahurissant. Et il faudra aussi que je le monte, Blade. Il faudra aussi que je monte l'amitié avec lui pour voir si je peux pas... son ulti doit être assez énervé, c'est ça qui est abusé. Si je prends par exemple l'un des meilleurs DPS du jeu, non, c'est même pas Captain Marvel. Non, le meilleur DPS du jeu, c'est Ghost Rider. Ghost Rider, c'est 304 de dégâts, sa meilleure capacité, mais défausse toute votre main. Voilà, c'est ça, il y a vraiment un power level entre les personnages. Et là, hein, quand je vous ai montré le 270 dégâts, je vous parle pas de la carte du genre, si un ennemi est étourdi, vous lui faites 200-300 dégâts supplémentaires. Clairement, le personnage d'Hunter est broken. Et en fait, il y a des raisons loristiques à ça. C'est parce que Lilith est presque, de ce que je comprends, Lilith, c'est en termes de puissance, c'est presque une déesse en fait. C'est presque une déesse. Je veux dire, je vais pas spoiler le scénario, mais comme vous avez pu le voir, elle a corrompu Venom. Il y a d'autres persos super surpuissants de l'univers Marvel qui n'ont aucun problème par rapport à ça. Dans le prologue, il y a Doctor Strange, le sorcier suprême, l'un des plus puissants mages de l'univers Marvel, qui a de la peine à affronter Lilith par rapport à ça. Donc voilà, on a vraiment ce sentiment que ils ont été obligés de réveiller le personnage d'Hunter, parce que le personnage d'Hunter est le seul personnage qui est capable d'affronter Lilith, et je pense que c'est à cause de sa puissance en fait. Vu que c'est la fille de Lilith, elle a justement, je pense, la majorité de ses capacités, et c'est ça en fait toutes les capacités qu'elle possède. C'est que d'un côté on a les sorts de lumière, et je pense que les sorts de lumière peuvent s'expliquer que c'était le côté bon de Lilith avant d'être corrompu. Et les sorts de ténèbres, où justement tu puises dans l'énergie de Lilith, donc ça te donne des malus, mais par contre, c'est des dégâts mais ahurissants. Là, par exemple, le sort des ténèbres, j'en ai débloqué un hier. Plus vous avez de points d'héroïsme, plus ça fait de dégâts, ça peut faire un maximum de 500 dégâts dans une zone. 500 dégâts dans une zone, je veux dire, littéralement c'est un Hulk smash, avec une démon.
assez incroyable, les capacités de Hunter. Si je devrais trouver un autre défaut du jeu, c'est qu'il est très 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 répétitif. Par contre, il faut aimer ça, hein, parce que pour résumer globalement le jeu, il se passe en 3 phases. Il y a le matin, hashtag après-midi, où vous allez discuter avec les PNJ, vous allez vous entraîner, vous allez faire de la forge, vous allez faire des études d'artefacts, vous allez explorer un petit peu l'abbaye, vous allez répondre à vos SMS et ce genre de choses, vous allez lire des trucs. La deuxième phase, c'est quand vous allez partir en mission. Globalement, vous faites la mission indiquée, vous faites le scénario et vous rentrez. Et le soir, vous allez rechercher les artefacts, vous allez chercher les plantes qui ne poussent que la nuit, et ce genre de choses. Vous allez faire un petit rencard de nuit avant d'aller dormir. Le jeu, il est comme ça tout le temps. En fait, le jeu, il est comme ça tout le temps. On est vraiment sur journée, combat, nuit. Journée, combat, nuit. Journée, combat, nuit. Et clairement, fatalement, ceux qui n'aiment pas trop ce style peuvent le trouver très répétitif, parce que après tout, on est sur quelque chose qui est très proche de notre vie, au final, à l'heure actuelle. Parce qu'au final, c'est un petit peu ce qu'on fait tous les jours. Je veux dire, on se lève, on part au boulot, on rentre le soir et on fait quelques activités et on va dormir. Donc après tout, je trouve qu'on est très similaire par rapport à ça, c'est très réaliste. Mais surtout que ce côté justement, on est dans un immense hub, avec des compagnons, que vous discutez avec vos compagnons, que vos compagnons vivent leur propre vie, que les compagnons scellent des niveaux d'amitié avec vous. C'était le principe de BioWare, avec Dragon Age, avec Mass Effect. Et ça, c'est quelque chose qui était quand même assez incroyable, qui avait été proposé. Je pense notamment justement à Dragon Age Inquisition, qui est un très très bon moyen de voir ça, parce que dans Dragon Age Inquisition, vous aviez un immense château, et vous avez vos compagnons, vos PNJ, tout et tout, qui vivaient leur propre vie, et ce qui fait que vous impactez leur vie, tout et tout, vous avez des quêtes de compagnons et autres. Alors malheureusement, il n'y a pas de quête de compagnons à proprement parler. Les quêtes secondaires que vont proposer les compagnons, ça va surtout être des quêtes qui vont impacter la vie des compagnons, en leur donnant des bonus, mais voilà, c'est plutôt qu'ils ont plutôt des events générés que de véritables quêtes. Je pense notamment à l'anniversaire de Magic, pour pas spoiler. Voilà, donc pour moi c'est un peu les deux défauts. Donc si je fais un résumé globalement des qualités du jeu, un système de combat, comment je pourrais le décrire ça? Un système de combat innovant, que je n'ai jamais vu avant, qui mélange le tour par tour et les cartes. Il paraît que ce style de jeu existe déjà, mais pour un XCOM-like, pour moi c'est la première fois que je vois ça, donc je vois ça comme un système de combat innovant, intéressant, rafraîchissant, et la fin de ces pourcentages à la con qui fait que tu ratais toutes tes attaques, c'est la première fois que je prends autant de plaisir sur un jeu tour par tour. Des relations intéressantes avec des compagnons très intéressants, très bien écrits, avec lesquels on a envie de s'attacher. J'ai beaucoup plus rigolé dans ce jeu que dans les 3/4 des films Marvel. Clairement, c'est un pur plaisir et j'ai adoré ça. On émettra une petite défaut qu'il n'y a pas de romance, parce que les développeurs disaient que en fait tous les compagnons avaient déjà une vie amoureuse, donc ils n'étaient pas romançables. Alors, autant je suis assez d'accord pour Blade, pour Captain Marvel, pour Captain America, même pour Iron Man et Spider-Man. Par contre, Robbie Reyes n'a pas de petit ami, et d'ailleurs fait une référence à cela, qu'il n'a pas de petit ami et qu'il espère rester célibataire, et on peut un peu l'embêter avec ça, du genre oh j'ai eu plein de conquêtes au XVIIIe siècle et ce genre de choses. Mais je me dis quand même que Magic, Nico, Robbie Reyes, voire peut-être même d'autres compagnons futurs, je sais que Deadpool est prévu en DLC, auraient été des personnages très 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 agréables à avoir en romance. Je trouve que c'est dommage. C'est pas un défaut, parce que pour moi, même si je suis un gros accro des romances, pour moi ça reste quand même assez secondaire, donc je le mets pas réellement comme un défaut, mais comme un dommageable.
Et bien sûr, dans les autres qualités, nous avons un système interactif extrêmement poussé avec des compagnons qui feraient même pas lire des jeux vidéo comme Dragon Age ou comme Pathfinder. Un système d'alignement et un système de caractéristiques où on a l'impression de contrôler le personnage à 100%, ce qui fait de lui un vrai RPG malgré son manque de notion de choix dans le jeu. Un monde ouvert plaisant à balader avec énormément d'activités à faire et très agréable à parcourir. Et je pense que dans les défauts du jeu, j'en noterai deux. D'ailleurs, je n'ai pas parlé du scénario. J'en profiterai pour parler du scénario après, de ce que j'en ai pensé. Dans les deux défauts, je parlerai donc de la qualité graphique et de la boucle de répétitivité. Donc pour moi, le jeu souffre d'une boucle de répétitivité, comme je vous l'ai expliqué il n'y a même pas 3 minutes. Et pour moi, c'est un peu le seul véritable défaut du jeu, parce que la qualité graphique, je vais être un peu honnête là-dessus, le jeu, je le trouve très beau. Le jeu, je le trouve très beau. Pour moi, il est très propre, mais c'est pas de la motion capture. Mais franchement, quand je regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, hors motion capture, je pense qu'on est sur un jeu relativement très très beau, voire même dans les standards de la non motion capture. Vous voulez savoir qu'est-ce que j'entends par no motion capture? C'est simple, il faut plutôt piocher dans les jeux du genre Gridfall, LX, voire même le prochain Starfield qui n'a pas de motion capture. Vous comparez juste les visages et ce genre de choses, on est sur quelque chose il est peut-être un peu en dessous de Starfield en termes de détails de peau. En termes de détails de peau et ce genre de choses, il est quand même en dessous de Starfield. Et je trouve qu'il est quand même relativement très beau, mais je peux comprendre que ceux qui sont adeptes de la motion capture, du photoréalisme et ce genre de choses, vont trouver le jeu moche. Mais malheureusement, dans un RPG avec énormément de détails, je trouve que ça reste secondaire. Voilà. J'essaye d'être un peu objectif par rapport à ça, mais pour moi, la qualité graphique ne doit pas impacter la note, parce que si je devrais impacter la note au niveau de la qualité graphique, après il y a qualité graphique et qualité graphique. Si je montre un jeu comme LX ou comme Marvel, ça va. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, que si vous commencez à me sortir un jeu en pixels à moitié fini avec les graphismes de Morrowind en polygone et ce genre de choses, et que vous me sortez que c'est un jeu à gros budget, où effectivement que là les graphismes ça va plus être un problème qu'autre chose. Donc voilà, pour moi ça reste quand même assez secondaire globalement. Donc je lui mettrai la magnifique note, parce que pour moi c'est tout simplement le meilleur jeu que j'ai fait cette année. Au début j'ai grandement hésité avec LX2, mais le souci d'LX2 c'est que, comme je l'ai dit, LX2 reste moins bon que le premier. Le gameplay est tout juste mieux que le premier. Le scénario a beaucoup moins de choix, et bien sûr il est un peu moins marquant. Le système d'alignement ne sert à rien dans LX2. Donc fatalement, c'est vrai qu'en étant objectif, Marvel Manhattan est au-dessus. Donc pour moi, c'est mon GOTY, c'est mon Game of the Year 2022. C'est ce jeu, c'est un pur chef-d'œuvre que je conseille quasiment à tout fan de Marvel de le prendre, et à tous ceux qui adorent le XCOM, mais qui n'aiment pas Marvel, ou qui n'est pas intéressé par Marvel. Sachez que si vous ne connaissez pas Marvel, vous êtes comme Hunter. Vous débarquez dans un monde que vous ne connaissez pas, et la seule personne que vous connaissez, c'est Caretaker, et tous les autres personnages, vous ne les connaissez pas, et ce qui fait que vous devez faire leur niveau d'amitié pour qu'ils dévoilent la vérité sur eux. Je vais vous donner un exemple. Blade ne vous donne pas son prénom. Blade refuse de vous donner son prénom, parce qu'il ne vous considère pas comme votre ami. Quand vous atteignez le grade niveau 3 d'amitié, il vous dit son véritable nom, il vous dit d'où il est originaire et ce genre de choses. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous découvrez le lore des personnages en même temps que Hunter. Et ça, c'est très cool. C'est pour ça que même un néophyte peut jouer à ce jeu. Voilà, donc ma note 19 sur 20. Franchement, j'ai aucune
J'ai aucun doute là-dessus, pour moi, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Un des meilleurs jeux que j'ai joué depuis très longtemps. Très 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 longtemps. Franchement, une magnifique perle, je ne décroche plus. Je ne décroche plus. La vidéo de découverte, elle date d'il y a 2-3 jours, j'ai déjà 45 heures. Je ne lâche pas le jeu. C'est quelque chose d'incroyable. Je n'ai jamais ressenti ça depuis Pathfinder, Wrath of the Write-Offs, et depuis LX1. Franchement, ça résume un peu ce que je pense du jeu. Je vais m'arrêter là, je pense que 30 minutes, c'est déjà beaucoup trop par rapport à ça. J'ai trop été perdu, j'ai trop été évasif. De toute façon, j'ai l'impression que les gens regardent pas trop mes vidéos d'avis en général, mais sont plus intéressés par mes découvertes ou par mes coops. J'avais vraiment envie de la faire, j'avais vraiment envie de dire ce que j'avais sur le cœur. Bref, c'était Pharos Sadius. Je vous dis à plus tout le monde. Passez une bonne fin de soirée. Et sachez une chose, si le monde est en danger, les Mine Knights seront toujours là pour stopper les invasions démoniaques. A plus tout le monde.